y a des endroits qui n'ont pas besoin de mots. Des lieux où le silence n'est pas un vide, mais un langage. Où le vent souffle non pas pour avancer, mais pour se souvenir. Dans le grand nord de l'Europe, là où la Norvège se fond dans le gel et où la lumière semble éternelle ou absente, la vie continue sans demander la permission. C'est un territoire sculpté par la lenteur. Des glaciers qui avancent comme des idées, des fjords qui respirent le brouillard, des plateaux qui s'ouvrent au ciel avec la patience de ceux qui ont attendu des siècles. Là, sous le poids de l'hiver, le monde ne s'arrête pas. Il se réinvente. Une silhouette traverse la clairière sans bruit. Une paire d'yeux se faufile entre les branches. Un corps blanc disparaît dans la neige comme s'il n'avait jamais été là. Tout est subtil. Tout est vivant. Le renard arctique glisse sur la glace comme un secret. Le morse dort sur le rivage avec la gravité d'un rocher vivant. Très haut, le macareux revient chaque année dans la même anfractuosité de la falaise, comme si la mer le guidait par la mémoire. Et au loin, parmi les arbres silencieux, quelque chose bouge avec le pas de celui qui a vu des hivers entiers, peut-être un loup, peut-être le silence. Ici, la beauté ne se montre pas, elle se sent. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'excès, juste l'adaptation, le rythme, la nécessité. Les saisons ne sont pas des saisons, ce sont des règles. L'été dure aussi longtemps que la lumière. L'automne est silencieux, l'hiver exige, et le printemps arrive sans couleur, mais avec des signes, un lent dégel, une plume dans le vent, un chant dans l'aube blanche. Rien de tout cela ne cherche à attirer notre attention. Il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de scénario. Et pourtant, tout ce qui est important se produit. Pour le voir, il faut s'arrêter, ralentir, écouter plus que ce qui est dit, faire confiance à ce qui n'est pas montré. Car dans cette Norvège sauvage et ancienne, chaque recoin recèle une histoire qui n'a pas besoin d'être racontée, mais seulement perçue. Chaque créature est une réponse à un climat, à un sol, à une attente. Et chaque pas tranquille que nous faisons est un pont vers quelque chose de plus profond que la curiosité, l'appartenance. Préparez-vous à voir la Norvège d'un autre œil, pas avec ceux qui cherchent, mais avec ceux qui apprennent à regarder. Macareux moine, aux confins du monde, là où le littoral norvégien se brise en un patchwork d'îles, de falaises et de brumes, des forteresses rocheuses surgissent de la mer comme d'anciens gardiens de l'Arctique. Là, où le ciel se confond avec l'océan en un horizon liquide et incertain, résonnent les échos du vent et les cris aigus de milliers d'oiseaux. C'est le printemps à Lovund, Hornoya et Rost, et l'air est rempli du bourdonnement de petites ailes vibrantes. Le macareux moine est de retour. Pendant 8 mois de l'année, cette créature disparaît de la vue des hommes, se fondant dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Sans toucher terre, il vit comme un nomade océanique. Il flotte parmi les vagues, dort bercé par la marée, plonge parmi les bancs invisibles. Dans ce monde sans rivage, le macareux n'est pas un oiseau. C'est un poisson. Ses ailes, qui battent furieusement dans les airs, se transforment sous l'eau en nageoires qui le propulsent avec une précision chirurgicale. Il vole sous la mer comme un cerf-volant à la recherche de nourriture, tournant entre les bulles, disparaissant entre les courants et les flux et reflux. Pourtant, lorsque le soleil penche sa lumière sur les falaises du nord, lorsque la neige recule et que la toundra commence à verdir timidement, une force ancienne le rappelle. Il franchit des distances impensables, guidé par une carte qui n'est ni vue ni montrée, et il arrive toujours, sur la même île, la même falaise, le même terrier, et, si le destin le permet, au même partenaire. Son corps, perché sur le sol rugueux de l'Arctique, semble avoir été sculpté par un artiste fantaisiste. Tête ronde, plumage bicolore, le dos noir comme une nuit polaire, le ventre blanc comme l'écume, et puis ce bec, une symphonie ardente d'orange, de rouges et de bleus qui éclate à la saison des amours comme si le printemps lui peignait le visage. Ce n'est que ces jours-là que son bec brille ainsi, comme une fleur éphémère. Puis la vie l'éteint à nouveau, et il reste terne, presque gris, jusqu'au prochain appel de l'amour. La cour est une cérémonie subtile. Il n'y a ni chant, ni danse bruyante. Juste 2 becs qui se cherchent et se frôlent dans une salutation qui ressemble à un baiser. Ils se frottent l'un contre l'autre, se regardent, se reconnaissent. C'est la facturation.
Un geste intime qui unit, qui renouvelle un lien qui dure souvent toute une vie. Ensemble, ils creusent une galerie dans la terre humide de la falaise. Un tunnel sombre et étroit où ils vont couver un seul œuf, où le poussin attendra le retour des parents qui naviguent sur la mer. Dans les airs, le macareux est une contradiction. Ses ailes courtes et son corps court semblent ne pas être faits pour voler. Pourtant, ils volent. Et comment ils le font? Ils volent comme des rafales, battant des ailes jusqu'à 400 fois par minute, atteignant des vitesses vertigineuses. Ils s'élèvent dans le ciel avec la même énergie qu'ils plongent. Mais lorsqu'ils atterrissent, l'émerveillement tourne à la comédie. Ils trébuchent, tombent, roulent, s'écrasent avec une grâce maladroite contre la mousse. Comme des acrobates qui oublient le dernier pas, leur descente est plus une chute qu'un vol, et pourtant ils essaient encore et encore. En mer, ce sont des chasseurs silencieux. Ils n'utilisent pas leurs pattes pour se propulser comme les autres oiseaux plongeurs. Ils utilisent leurs ailes. Ils glissent dans les profondeurs dans un style qui rappelle celui des pingouins, bien qu'ils soient beaucoup plus petits et beaucoup plus agiles. Leurs yeux, adaptés à l'eau, détectent la lueur argentée des poissons. Et leur bec, armé d'épines sur le toit de la bouche, leur permet de réaliser l'inouï, attraper un poisson, puis un autre, et encore un autre, sans le lâcher. Ils reviennent au nid avec jusqu'à 10 proies alignées comme des perles scintillantes. Un spectacle d'efficacité et de tendresse, car chacun de ces poissons sera destiné à leur petit. L'oisillon, caché dans la pénombre du terrier, attend. Il ne connaîtra la lumière qu'au moment de l'envol. Il reçoit nourriture, chaleur, protection. Et quand le moment sera venu, il sortira de lui-même au bord de l'abîme, déploiera ses ailes encore maladroites et s'élancera. Pas de leçon, pas de répétition. Juste un saut dans l'inconnu. Le macareux est également un maillon essentiel de son écosystème. Prédateur de petits poissons, il maintient l'équilibre des populations marines. Proie à son tour de plus gros oiseaux, il fait partie de l'éternelle danse entre chasseurs et chassés. Sur Terre, son guano fertilise les îles, nourrissant la végétation qui pousse au bord des falaises. Sa présence annonce la santé de l'océan. Son absence, l'alarme. Mais leur avenir est incertain. Dans de nombreuses colonies de l'Atlantique Nord, leur nombre a diminué de moitié. Le réchauffement des eaux pousse les poissons vers des latitudes où les macareux ne peuvent pas les suivre. La pêche industrielle épuise les stocks de nourriture. Et la pollution plastique envahit même leur corps. Des microplastiques ont été retrouvés dans leur estomac, vestiges d'un monde humain qui pénètre même les routes des oiseaux les plus libres. En Norvège, ils résistent encore. Ils sont encore des multitudes zélées à Lovund. Ils célèbrent encore leur retour chaque 14 avril comme un miracle. Mais les silences se multiplient. Et pourtant, le macareux revient toujours. Année après année, avec le printemps, avec la marée, avec la mémoire. Son vol est bref mais déterminé. Son atterrissage est maladroit mais courageux. Son chant est à peine un grognement étouffé, mais sa seule présence est émouvante. Parce qu'il y a dans ce petit être, mi-poisson, mi-oiseau, quelque chose qui résume la poésie du Nord. La fidélité sans le bruit, la beauté qui ne dure qu'une saison, l'effort inlassable pour survivre dans un monde qui change trop vite. Peut-être que dans son bec ardent et son regard océanique, le macareux ne transporte pas seulement du poisson, mais aussi une histoire que le vent arctique murmure encore. Celle d'un voyageur qui n'oublie jamais le chemin du retour. Élan. Au plus profond des forêts norvégiennes, là où les bouleaux tremblent sous le vent et où les aiguilles de pin chuchotent d'anciens secrets, une ombre plane sur le paysage avec un mélange de majesté et de mystère. C'est le seigneur de la forêt boréale, une créature qui traverse les clairières et les brumes comme si elle appartenait plus au mythe qu'au monde réel. Là, où la lumière hivernale se fait rare et où le silence pèse sur la neige comme un voile, l'élan apparaît. À l'aube, alors que le givre dort encore sur le lichen, sa silhouette émerge des arbres. Une énorme silhouette plus grande que n'importe quel cheval et plus lourde que n'importe quel ours. Ses jambes, longues comme des colonnes, s'enfoncent gracieusement dans la neige épaisse. Son corps massif, à la fourrure épaisse et terreuse, se déplace avec une lenteur trompeuse.
Sous cette immobilité se cache la puissance du tonnerre. Son garrot atteint 2 mètres. Son cou épais et tendu soutient une tête qui semble sculptée pour s'imposer. Mais rien n'est plus frappant que ses bois. Un éventail d'os vivants, se ramifiant vers le ciel comme pour attraper les nuages. Il n'y en a pas deux pareils. Chaque année, l'élan mâle le laisse tomber, comme s'il se débarrassait de sa couronne d'hiver, et le recrée, plus grand, plus élaboré. Pendant le rut, ce n'est pas seulement une arme, c'est un langage. À partir de la base, les glandes émettent des signaux chimiques qui se répandent dans la forêt, annonçant la présence, le pouvoir et le désir. Ce sont des antennes d'intention, des symboles de statut, des hymnes visuels d'une bataille silencieuse. Dans les marais et les lacs qui parsèment la forêt norvégienne, l'élan est un nageur naturel. Il traverse les étendues d'eau comme si son corps était en apesanteur, comme si la surface l'appelait pour brouiller les frontières. Il plonge jusqu'à la poitrine pour remonter les nénuphars et les tiges immergées, disparaît sous l'eau comme un esprit, puis réapparaît avec un regard humide et serein. Il a traversé des fjords entiers à la recherche de meilleurs pâturages. Il nage sans urgence, sans peur. C'est le moine amphibie du Nord. Ses pattes longues et fines lui permettent de se déplacer sans effort là où d'autres seraient coincés. Il peut traverser des rivières à gué, franchir des branches, escalader des collines et se faufiler entre les buissons comme une grue vivante. Du haut de ses épaules, il observe calmement le monde. Sa tête, dressée au-dessus des buissons, regarde la route, entre les huttes ou au bord d'une prairie, comme un phare brun au milieu des verts et des gris. Sa démarche est ferme mais retenue. Chaque pas semble mesuré. Pourtant, lorsque la paix est rompue, l'élan peut se transformer. S'il se sent acculé, s'il sent une menace, son énergie se déchaîne comme une tempête. Il court à plus de 50 km à l'heure. Il s'élance avec des sabots qui s'enfoncent dans la terre comme des marteaux. Ses charges ont blessé des hommes, renversé des voitures, laissé des cicatrices sur les routes du Nord. Sous son calme, un volcan dort. Mais il est rare qu'il entre en éruption sans raison. L'élan préfère la distance, l'espace, la forêt vierge. Ses sens sont à l'écoute de la faune et de la flore. Ses oreilles pivotent indépendamment, captant le bruissement d'une branche à des centaines de mètres. Son odorat traverse le vent et détecte les femelles, les prédateurs, les humains, les champignons, la glace. Dans les nuits les plus sombres, lorsque la lune ne se lève pas, l'élan ne se perd pas. Il suit son chemin à travers les arbres invisibles. Il voit ce qui n'est pas vu. Il sent ce qui n'est pas dit. Et il mange. Il mange avec la patience d'un sage. Avec ses 4 estomacs et une flore digestive quasi magique, il peut fermenter l'écorce du saule, les branches du sorbier, les feuilles les plus rugueuses, même en plein hiver. Ce qui pour d'autres est du poison ou de la sciure de bois est pour lui de la nourriture. La journée d'un élan peut compter 20 kilos de végétation, un festin silencieux qui maintient son corps gigantesque debout. Il ne cherche pas le doux ou le tendre, il cherche l'essentiel. Dans l'équilibre de la forêt, l'élan est un sculpteur. En broutant, il façonne la végétation. En marchant, il ouvre des sentiers. Sa présence modifie l'écosystème sans parole. Mais il est aussi un symbole, une image, un élément de la culture. En Norvège, sa silhouette apparaît sur les panneaux, sur les pièces de monnaie, dans les histoires que les enfants apprennent avant d'apprendre les lettres. Chaque année, des milliers d'entre eux sont chassés de manière réglementée, exploités pour la viande, la peau et l'équilibre. Il n'est ni un ennemi, ni un trophée. C'est à la fois un voisin, une ressource et un esprit de la forêt. Cependant, son histoire n'est pas sans ombre. Le réchauffement climatique remonte les vallées et pénètre les forêts boréales. Des hivers moins froids signifient plus de parasites, plus de tiques qui infestent leur fourrure, en particulier chez les veaux. Les cerfs rouges, autrefois incapables de rivaliser, gagnent aujourd'hui du terrain et supplantent les élans dans certaines régions. Les fjords se réchauffent, les plantes aquatiques changent, le géant du Nord s'adapte mais parfois pas suffisamment. Sur les routes, un autre danger nous guette. Une collision avec un élan n'est pas un accident. C'est une collision avec un mur en mouvement. Chaque année, des centaines de véhicules sont accidentés. Sur le pare-brise, l'ombre d'une créature sans frein,
surgit de nulle part. Dans la mémoire des conducteurs, le souvenir d'un instant où la nature a traversé l'asphalte. C'est pourquoi le panneau triangulaire avec la silhouette de l'élan est une légende. Un avertissement qui semble crier « Ici, c'est la montagne qui commande ». Et malgré tout, l'élan persiste. Il ne fait pas de bruit. Il n'exige rien. Il existe, tout simplement. Il glisse entre les sapins comme une statue en mouvement. Il traverse les rivières comme un dieu lent. Il regarde au loin comme s'il savait ce qui va arriver. Il est le Bouddha de la forêt, lent, fort, profond. Il ne craint pas l'hiver car il le porte en lui. Il ne fuit pas le silence car il l'habite. Là où la forêt norvégienne respire, l'élan marche. Parfois, on le voit. Parfois, on ne le voit pas. Mais il est toujours là. Renard. Dans les montagnes norvégiennes, là où la mousse s'accroche aux rochers comme un murmure ancien et où le vent souffle sans relâche, vit une créature faite de silence. Elle ne laisse pas d'empreinte visible. Elle ne crie pas. Elle se déplace comme un secret dans les ombres de la glace. C'est le renard arctique, le fjällräv, le fantôme de la toundra alpine. Ici, sur les plateaux de Dovrefjell, sur les dos blancs de Rondane, dans les immensités reculées du Finnmark et les confins glacés du Svalbard, elle survit comme une note aiguë dans la partition de l'hiver. Elle n'a pas besoin de l'interminable plaine arctique pour prospérer. Il préfère les crevasses des rochers, les douces ondulations de la toundra de haute altitude, les vallées cachées où la neige ne se dissout pas, même sous le soleil de l'été boréal. Son pelage, plus qu'un pelage, est un camouflage absolu, blanc pur en hiver, comme s'il avait été tissé avec le même givre que celui qui recouvre le paysage. En été, il passe à un gris brunâtre, terreux, mimétique pour se fondre dans la pierre, la mousse, l'herbe sèche. Sa transformation est totale, une mue dictée par la lumière. Dans la neige, même l'œil le plus exercé ne peut le distinguer. Ses oreilles courtes, ses pattes densément couvertes, ses yeux étroits et sombres, tout en lui est fait pour passer inaperçu, résister, écouter. À peine de la taille d'un chat, le fjällräv est pourtant un titan de la survie. Il résiste à des températures qui feraient céder l'acier. Il chasse dans les tempêtes, se faufile sur les pentes gelées, s'abrite dans des terriers creusés sous les rochers que la glace n'a pas brisés. Son régime alimentaire est aussi varié que son environnement est impitoyable. Petits rongeurs, charognes, insectes, œufs, baies. Et lorsqu'il n'y a rien à chasser, il survit grâce à sa propre graisse, stockée comme une promesse sous la peau la plus isolante de tous les mammifères nordiques. Mais leur histoire en Norvège n'est pas seulement une histoire d'adaptation, c'est aussi une lente blessure. Au début du XXe siècle, leur peau était un trésor, sa blancheur valait de l'or. Et comme tant d'autres animaux magnifiques, elle a été chassée au bord de l'extinction. Pendant des décennies, son nombre s'est effondré. À peine quelques individus ont survécu dans l'immensité silencieuse, comme les échos d'une espèce qui régnait autrefois sur le froid. Aujourd'hui, grâce à la main de l'homme qui sait aussi guérir, leur retour est possible. Les biologistes et les gardes forestiers ont placé des abris artificiels dans les montagnes, laissé de la nourriture là où elle est rare, élevé des oiseaux en captivité et les ont relâchés là où le vent chante encore comme avant. Certains portent des colliers GPS, de minuscules panneaux solaires qui brillent à l'aube. Ils sont suivis, soignés, étudiés. C'est un effort titanesque pour sauver un être minuscule. Et pourtant, ce ne sont plus les armes qui les menacent, mais la marée invisible du temps. L'hiver qui était leur bouclier raccourci. Et avec lui, leur territoire se rétrécit. Le renard roux, son cousin plus grand et plus robuste, avance depuis la plaine. Il le déplace, le domine, le combat. Là où il n'y avait que de la glace, il y a maintenant de la concurrence. Le fjällräv, plus léger, plus fuyant, plus dépendant du froid, recule. Sa seule défense est la température. Si elle monte, il disparaît. Dans le Grand Nord, au Svalbard, c'est une autre histoire. Là, le renard arctique est roi. C'est le seul mammifère terrestre indigène. Parmi les glaciers, les colonies d'oiseaux et les débris laissés par les ours polaires, il trouve ce dont il a besoin. Il se nourrit de volets, d'oisillons tombés au sol, de phoques oubliés. Il erre sur la glace comme une ombre affamée. Il est accompagné par le bruit des craquements, le vent qui descend des calottes glaciaires, l'odeur salée de la mer. Là, il n'y a pas de renard roux. Là, le fjällräv règne encore. Et pourtant, même sur ces marges, les signes changent. Le dégel modifie les itinéraires. Les oiseaux changent de site de nidification. Les terriers sont inondés plus tôt que prévu. La chaîne arctique tremble. Et chaque maillon,
aussi petit soit-il, en entraîne un autre. En Norvège continentale, le renard arctique est plus qu'un animal, c'est un symbole. Il est la vedette de documentaires, de campagnes éducatives, de timbres-poste. La télévision publique le suit avec des caméras qui s'agitent dans le vent. Elles le montrent en exemple, en témoin. Il est souvent comparé à son rival rouge, métaphore vivante du changement climatique. 2 couleurs, 2 avenirs possibles. Son impact écologique, bien que silencieux, est profond. En régulant les populations de petits rongeurs comme les lemmings, il équilibre la pyramide trophique de la toundra. En se dispersant à la recherche de nourriture, il fertilise le sol avec ses déchets. Proie occasionnelle des aigles et des gloutons, il boucle le cycle. Et sa présence, rare mais essentielle, est un indicateur de la santé de l'écosystème. Là où vit le fiel rêve, l'hiver règne encore. Ce n'est pas un chasseur puissant, ce n'est pas un prédateur dominant, mais c'est l'esprit de la limite, de l'endurance, de ce qui reste quand tout le reste abandonne. Dans ces terriers artificiels naissent des petits qui ne connaîtront jamais la chaleur de la chasse. Mais ils connaîtront le froid, la mousse, le vent. Et cela suffit. Sa silhouette a quelque chose de profondément émouvant. Son pas furtif, son regard alerte, sa façon de disparaître sans laisser de traces. Le fiel rêve ne demande pas d'attention. Il ne cherche pas les regards. Il est simplement là. Et si le monde le permet, il continuera à l'être. Au sommet d'un rocher couvert de glace. Dans la trace d'un minuscule sentier sur la neige vierge. Dans le cœur battant d'une Norvège qui se souvient encore de ce qu'est le véritable hiver. Car lorsque le soleil s'éteint et que la nuit polaire recouvre tout, c'est le renard arctique qui reste. Invisible. Présent. Éternel. Lynx. Dans les forêts profondes de Norvège, où la neige tombe comme un murmure constant et où les arbres se regroupent en veillée solennelle, il y a un être qui marche sans bruit. Il ne laisse pas d'empreinte qui dure. Il ne laisse aucune trace qui persiste. Le vent ne le trahit pas. Le gel ne le brise pas. C'est le lynx boréal, le chat fantôme du Nord. Là où les sapins s'élèvent comme les colonnes d'un temple silencieux, là où la mousse étouffe les pas et où la lumière hivernale caresse à peine le sol, le lynx glisse comme une pensée. Sa silhouette insaisissable appartient au domaine des absences. Il a plus de chances de trouver une proie déchirée que de la voir. Il se déplace en solitaire, traversant rivières gelées, coteaux endormis et clairières givrées. Toujours seul, toujours dans l'ombre. Son corps est un condensé de design sauvage, musclé, compact, d'une puissance contenue. Son pelage change avec les saisons, devenant en hiver un pelage dense, grisâtre, presque blanc, parsemé de taches sombres qui se fondent dans les formes changeantes de la forêt. En été, le ton devient rougeâtre, plus chaud, comme la terre qui commence à dégeler. Ses pattes, longues et larges, semblent conçues pour flotter sur la neige. Il avance comme s'il ne marchait pas, comme s'il n'existait pas. Sa courte queue, au bout noir d'encre, est un phoque vivant qui équilibre ses mouvements. Et ses oreilles, couronnées de pinceaux de fourrure sombre, se dressent comme des capteurs qui absorbent chaque bruissement de la forêt. Ses yeux d'ambre profond renferment une patience impossible. Du haut d'un rocher ou du creux d'un tronc, il observe. Le monde bouge autour de lui, mais il attend. Il attend le frôlement d'une patte dans la litière de feuilles, le tremblement d'une branche, l'hésitation d'un jeune chevreuil. Puis il saute. Il ne court pas, il ne poursuit pas. Il calcule, attaque, renverse. Sa proie tombe avant qu'il ne sache qu'elle a été vue. Lapins de montagne, oiseaux, faons, même les petits renards. Sa morsure est sûre. Son instinct est infaillible. Mais il ne se répète pas. Il ne dévore pas au hasard. Il ne chasse que ce dont il a besoin. Il peut rester des jours sans se nourrir, errant dans la forêt, parcourant son vaste territoire dans une chorégraphie sans témoin. C'est un prédateur élégant, détaché, presque spirituel. Son rapport à la vie est fait de précision et non d'excès. La majeure partie de l'année, il n'émet aucun son. Sa vie est celle de celui qui sait sans dire, de celui qui observe sans être observé. Ce n'est que dans les derniers jours de l'hiver, lorsque la lune se lève plus ronde et que le froid semble plus profond, que le lynx rompt son silence. Il émet un cri guttural et rauque, comme l'écho d'une langue oubliée.
c'est la saison des amours. À cette époque, les mâles parcourent de grandes distances à la recherche des femelles qui leur répondent depuis les fourrés. Ils se rencontrent, se reconnaissent, puis, comme ils sont venus, se séparent. Les petits naissent dans des terriers cachés sous des racines, entre des rochers ou dans des coins de mousse épaisse. Là, la femelle allait en silence. Pendant des semaines, les petits ne connaissent pas le monde, seulement la chaleur du corps de leur mère et l'odeur du bois humide. Peu à peu, ils sortent, ils jouent, ils sautent maladroitement dans l'ombre. Ils apprennent à chasser d'abord les insectes, puis les petits rongeurs. Seuls 1 ou 2 survivront. L'enfance du lynx est courte et la forêt exigeante. Bien qu'invisible pour la plupart, le lynx joue un rôle décisif dans l'équilibre de l'écosystème. Sa présence régule les populations de petits et moyens herbivores, ce qui protège les nouvelles pousses, la régénération des forêts et le cycle de vie des plantes. Là où il chasse, la végétation respire. Sa trace, même fugace, laisse un ordre. Dans la chaîne naturelle, le lynx est une charnière. Silencieux, mais vital. La forêt reconnaît sa démarche sans pour autant la nommer. Les oiseaux se taisent à son passage. Les cerfs évitent les vents qui l'amènent. Même les charognards, trouvant les restes de leur gibier, respectent la façon dont ils laissent tout, propre, mesuré, sans méchanceté. Mais lui aussi a été vulnérable. Pendant des siècles, la peur et la cupidité ont fait de lui un ennemi. Sa peau était un objet de désir. Sa présence était considérée comme une menace. À certaines périodes, son nombre s'est réduit jusqu'à frôler l'extinction. Et bien qu'il soit aujourd'hui protégé, son équilibre reste fragile. La fragmentation de son habitat, la diminution de ses proies naturelles, les conflits avec le bétail menacent son règne du silence. Malgré tout, le lynx persiste. Il revient là où il a été persécuté. Il s'adapte. Il étend son aire de répartition. Il traverse les chemins de nuit, passe sous les clôtures, gravit les pentes enneigées. Il réhabite ce qui était autrefois le sien. Et chaque fois que l'on croit l'apercevoir, une ombre entre les branches, un reflet doré entre les fougères, une partie de la forêt semble s'arrêter pour lui rendre hommage. Voir un lynx n'est pas facile. L'écouter, encore moins. Mais savoir qu'il est là, qu'il respire le même air, qu'il foule le même sol, transforme la perception de toute la forêt. C'est une présence qui honore le paysage. Elle le complète. Dans les coins les plus anciens de Norvège, là où il y a encore des arbres qui ont entendu des histoires de glace et de la mousse qui rappellent d'autres époques, le lynx glisse. Il ne laisse pas d'applaudissements. Il ne cherche pas de tribune. Il se contente de marcher. Il observe. Il chasse. Il se retire. C'est le gardien qui n'a pas besoin de murs. Le chasseur qui n'a pas besoin de guerre. L'esprit qui, même quand personne ne le voit, maintient vivante la pulsation secrète de la forêt. Loup gris, dans la pénombre de la forêt norvégienne, où les pins s'alignent en rangs serrés et où les ombres tombent plus lourdes que la neige, quelque chose se déplace avec une détermination tranquille. Il n'y a pas un seul pas qui ne soit calculé. Il n'y a pas un seul regard qui ne soit chargé d'une intention. Une paire d'yeux jaunes transperce le crépuscule comme des lames. C'est le loup gris. La Norvège s'en souvient dans ses légendes. Elle l'a craint dans ses contes. Elle l'a chassé pendant des siècles et aujourd'hui, elle le recherche avec des caméras, des drones et de l'espoir, car il est revenu. Là où il n'y avait que le silence, il y a maintenant des hurlements, lents, longs, chargés d'une nostalgie ancienne qui se répercute dans les ravins et survit dans le souffle glacé des petits matins. Il ne voyage pas seul. Le loup n'est pas une ombre solitaire. C'est une meute. C'est un lien. C'est un chemin qui s'écrit à pas synchronisés. Dans la neige, leurs traces ne se croisent pas. Elles s'alignent. Dans la chasse, ils ne se poussent pas. Ils se relaient. Dans la nuit, ils ne se taisent pas. Ils s'appellent. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là, dispersés, observateurs, résistants. Dans les espaces où la forêt est encore profonde, où la frontière entre l'humain et le sauvage est floue, ils résistent. Ils ne se montrent pas, ils ne cherchent pas de témoins. Mais de temps en temps, l'un d'entre eux apparaît, et la rumeur se répand comme un feu de paille. Ils ont vu un loup. Sa silhouette est reconnaissable entre toutes. Plus grande qu'un chien, plus fine qu'un ours. Sa fourrure, mélange de gris, d'ocre et de crème, se confond avec la mousse, les rochers et l'écorce des arbres. Il n'y a pas de couleur dominante. Le loup est un camouflage en chair et en os. Ses longues pattes, sa démarche déterminée, sa queue basse, dessinent une silhouette qui n'hésite pas, qui ne se laisse pas distraire. Son regard ne s'égare pas.
Il regarde droit devant lui, comme pour analyser, comme s'il décidait, car le loup n'attaque pas sur un coup de tête. Il mesure, il teste. S'il court, c'est qu'il y a une raison. S'il court, c'est parce que le calcul dit que ça n'en vaut pas la peine. Son esprit est un outil au même titre que ses crocs. Et lorsqu'il choisit de chasser, il le fait en tant que partie d'un rouage complexe. Le troupeau se déploie comme un organisme vivant. Ils entourent, ils coupent les chemins, ils poussent. Ils poursuivent sur des kilomètres. Ils ne cherchent pas les proies faibles par hasard, ils les identifient. Rennes, chevreuil, cerf. C'est en groupe qu'ils surmontent les épreuves les plus dures. Ils se relaient pour se fatiguer. Ils se séparent pour diviser. Ils se regroupent pour finir. Le tout avec une chorégraphie qui n'est pas répétée. Elle est héritée. Et puis vient le calme. Un calme qui fait peur. Car après la frénésie, le loup revient au silence. Il retourne à la forêt, à sa tanière cachée parmi les racines et les pierres. Là, il soigne. Il se reproduit. Il joue. Il aime. Oui, il aime. Car entre eux, il y a des gestes, des caresses, des fidélités. Le mâle alpha n'impose pas, guide. La louve qui met bas le fait entourer d'un invisible réseau de respect. Les chiots ne sont pas seulement les siens, ils appartiennent à tout le monde. Mais cet équilibre n'est pas visible de loin. Ce que beaucoup voient, c'est un prédateur, un ennemi. Quelqu'un qui peut prendre un agneau, une chèvre. Et c'est vrai. Cela arrive parfois, parce que le loup, comme tout être vivant, cherche à survivre. Et parfois, la faim traverse les barbelés. C'est pourquoi son retour n'a pas été propre. Il a été tendu. Il a été conflictuel. Divisé entre ceux qui le célèbrent et ceux qui le craignent. Son histoire en Norvège est marquée au fer rouge. Pendant des décennies, il a été poursuivi sans relâche. Leur nombre est tombé au plus bas. Seuls quelques troupeaux ont résisté dans des zones reculées. Aujourd'hui, sous protection légale, sa population croît lentement, au prix d'efforts, de conflits. Chaque groupe est surveillé. Leurs pas sont suivis. Leurs gènes sont étudiés. Chaque attaque est débattue. C'est peut-être l'animal le plus politisé du pays. Un symbole de la nature vivante et de l'inconfort que la nature peut causer. Pourtant, son rôle écologique est irremplaçable. Le loup régule les populations d'herbivores. Il maintient les troupeaux en bonne santé en éliminant les individus malades. Il allège la pression sur les forêts, permettant à de nouveaux arbres de pousser. Même ses restes nourrissent corbeaux, renards et carcajous. Leurs traces modifient le comportement de l'ensemble de l'écosystème. Là où il y a des loups, les cerfs ne broutent pas toute la journée au même endroit. Ils se déplacent, ils tournent, et la forêt respire mieux. Mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui va au-delà de sa fonction, de son impact, de son ombre. Le loup réveille une émotion primitive. Nous la ressentons dans notre estomac. Il nous rappelle que tout n'est pas sous contrôle. Qu'il existe encore des créatures qui ne s'inclinent pas, qui ne s'apprivoisent pas, qui ne demandent pas la permission. Le loup est la question inconfortable de la forêt. Jusqu'où sommes-nous prêts à partager ? Et pendant ce temps, il continue, sans répondre, sans se justifier. Il chasse dans les nuits les plus longues. Il se lèche les pattes sous la glace. Il hurle sous l'aube comme s'il voulait réveiller les souvenirs qui dorment dans notre sang. Parce que nous le portons en nous, même si nous l'avons banni. Parce que sans elle, la forêt ne chante pas de la même façon. Nous ne respirons pas non plus de la même façon. Lorsqu'un loup apparaît en Norvège, il ne s'agit pas d'un simple animal. Il est l'écho d'une époque révolue, le gardien d'un ordre ancien. Un rappel que, dans certains coins du monde, la vie suit encore ses propres règles. Au plus profond de la forêt norvégienne, là où le lichen recouvre les pierres et où l'air sent la terre humide, un faible murmure s'élève dans le sous-bois. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas le tonnerre, c'est quelque chose qui porte le poids de l'histoire. Un bruissement lent, tranquille, et puis rien. Le silence s'étend, dense, épais, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Puis, il apparaît. Dans la pénombre verte, l'imposante silhouette du grizzly se dresse. Il n'y a pas de créature plus puissante sur ces terres, pas pour sa force bien qu'il en ait, pas pour sa taille, qui est imposante, mais pour sa façon de marcher, sans hâte, sans peur, sans demander la permission. Il est le géant silencieux de la Norvège. Il n'a pas besoin de compagnie. Il ne cherche pas les applaudissements, son ombre lui suffit. Son corps est une symphonie de muscles, de fourrure et de calme. Il pèse comme un bœuf, mais se déplace comme un murmure. Son pelage, brun foncé aux reflets cuivrés, se confond avec l'écorce des sapins, avec la tourbe, avec les restes de l'automne. Ses griffes,
longues comme des doigts, ne sont pas seulement des armes, ce sont des outils. Avec elles, elle creuse, déchire, grimpe, déterre des racines ou retourne des troncs entiers pour y trouver des larves endormies. Son museau, long et humide, sent ce que l'œil humain ne peut imaginer. Il peut détecter un cadavre à des kilomètres de distance, une murmure parmi 1000 feuilles sèches, un terrier de souris caché sous la neige. Pourtant, il n'est pas le prédateur vorace que beaucoup imaginent. L'ours brun est avant tout un mangeur saisonnier. Il se nourrit de tout ce que la forêt lui offre, baies, racines, pousses, charognes, poissons lorsqu'ils sont disponibles. Oui, il peut chasser, mais il en a rarement besoin. Son régime alimentaire change avec la lumière, l'altitude, le mois. Il mange pour vivre et vit pour manger jusqu'à l'arrivée de l'hiver, parce qu'il y a un moment où la forêt se replie, les feuilles tombent, la neige recouvre les chemins et l'ours disparaît. Il se retire sans adieu dans une grotte cachée, un terrier dans la terre, un creux sous les racines. Là, il dort, pas complètement, pas comme le disaient les histoires. Il respire lentement, son cœur bat à un rythme tranquille, mais il rêve. Il rêve de printemps, de saumon, de myrtille, de soleil. Au printemps, lorsque la neige commence à fondre et que les premiers bourgeons apparaissent, l'ours émerge, maigre, échevelé, affamé du monde. La première chose à faire est de trouver de la nourriture. La seconde, si le corps le dicte, est de trouver une compagne. Les mâles parcourent de grandes distances. Les femelles, avec les petits de l'année précédente, évitent toute rencontre. Elles savent qu'un mâle peut tuer ses petits pour forcer un nouvel accouplement. Ainsi, la forêt devient un échiquier de mouvements invisibles, de pas qui ne se croisent pas, de destinations que l'on évite. Les mères ours sont tout sauf faibles. Pendant plus d'1 an, elles s'occupent de leurs petits, les instruisent et les protègent. Elles marchent avec leurs oursons dans les buissons, grimpent aux arbres, les poussent à travers les rivières. Elles leur apprennent ce qu'il faut manger ou regarder, comment ne pas être vu. Car la survie n'est pas seulement une question de force, c'est aussi savoir quand disparaître. En Norvège, l'ours brun n'est pas commun. Il s'agit d'une présence éparse, rare et surveillée. Pendant des décennies, il a été chassé jusqu'à l'extinction. Sa peau, ses griffes, sa tête étaient des trophées. Sa réputation, gonflée par les mythes en a fait un monstre. Aujourd'hui, protégé, il survit en silence. Il existe des zones où l'on trouve encore ses traces, empreintes dans la boue, troncs marqués de griffes, fesses pleines de graines. Mais il ne se laisse pas voir facilement. Il se tient à l'écart de l'homme. Et pour cause. Lorsqu'elle apparaît, elle suscite l'émotion, le respect et la crainte. Pourtant, les attaques sur l'homme sont quasiment inexistantes. L'ours ne veut pas la guerre, seulement de l'espace, seulement la forêt, seulement son temps. Son impact sur l'écosystème est profond. En répandant des graines dans ses excréments, il renouvelle les forêts. En creusant, il aère le sol. En enlevant les troncs, il libère des insectes dont profitent d'autres animaux. Lorsqu'il trouve une carcasse et la mange, il empêche la propagation de maladies. C'est un cueilleur, un nettoyeur, un jardinier et, oui, un prédateur. Mais avant tout, c'est un restaurateur d'équilibre. Sa simple existence modifie le comportement des autres animaux. Là où il y a des ours, les cerfs sont plus prudents, les lièvres courent plus vite. Le cycle s'ajuste. Mais sa place dans le paysage norvégien reste délicate. Le territoire humain avance. Des routes coupent leurs itinéraires ancestraux. Les conflits avec les éleveurs ravivent de vieilles peurs. Et bien que leur chasse soit restreinte, certains individus tombent par peur ou par erreur. Leur espace se rétrécit, sa marge de manœuvre se réduit. Et lui, qui autrefois se promenait en liberté presque partout en Norvège, choisit aujourd'hui des coins cachés où la mousse le protège encore. Et pourtant, il suffit de le voir une fois pour le comprendre. Pas comme une menace, pas comme une histoire, mais comme une présence. L'ours brun n'a pas besoin de s'imposer pour être roi. Il l'est par droit ancestral, par son silence dense, par sa façon de transformer la forêt à chaque pas, par son regard profond qui semble contenir tout un hiver. Le voir, ne serait-ce qu'une fois, suffit à changer quelque chose, parce qu'on comprend que dans ce corps gigantesque dort la mémoire de la forêt, que sa lente respiration marque le rythme des saisons, et que tant qu'il y aura des ours, il y aura un coin du monde où la nature respire encore toute seule. Renaud, c'est d'abord comme un grondement, un léger tremblement de la terre gelée, une vibration qui traverse le sol sans faire de bruit. Puis, dans la brume de l'aube, ils apparaissent comme des visions mouvantes, des dizaines,
des centaines, parfois des milliers de corps qui glissent sur la toundra norvégienne. C'est la migration des rennes sauvages. L'une des dernières a résonné encore au rythme ininterrompu des temps anciens. Ils avancent d'un même pas. Les plus âgés à l'avant, les mères au centre, les jeunes à l'abri à la périphérie. Ils ne marchent pas, ils coulent. Ils traversent des vallées couvertes de givre, des plaines de lichen, des crêtes balayées par le vent. Ils savent dans quelle direction aller. Ils ne l'ont pas appris. C'est dans leur sang. Une boussole vivante qui les guide entre les saisons, entre les montagnes, entre les siècles. Contrairement à leurs congénères domestiqués, ils ne connaissent ni cordes ni cloches. Ce sont des rennes libres, descendants de troupeaux qui couvraient autrefois toute l'Europe du Nord. Aujourd'hui, ils survivent dans des forteresses élevées, sur des terres où l'homme effleure à peine le paysage. Des régions froides et ouvertes, où le soleil chauffe à peine et où l'hiver recouvre tout d'un blanc manteau de silence. Son corps est une machine d'endurance. Aucun autre grand mammifère ne peut tolérer autant de froid, autant de vent, autant de distance sans s'effondrer. Sa fourrure, creuse à l'intérieur, emprisonne la chaleur comme une couche thermique naturelle. Ses sabots s'élargissent comme des pelles, idéales pour marcher sur la neige molle ou creuser à la recherche de lichens cachés sous le givre. En hiver, leur souffle se transforme en brume lorsqu'ils expirent, mais leurs poumons ne faiblissent pas. Ils continuent toujours. Et si l'on s'approche, si l'on parvient à observer sans se faire remarquer, on découvre une chose étonnante. Les mâles comme les femelles portent des bois. Ce sont les seuls cervidés au monde à avoir une telle égalité. Les mâles les portent en automne pour se battre, pour impressionner. Les femelles, elles, les gardent pendant l'hiver, lorsqu'elles sont enceintes. Avec eux, elles défendent leur accès à la nourriture. Elles sécurisent les aliments qui pousseront dans leur ventre. Ainsi, dans la lutte pour la vie, les bois sont aussi une maternité. Lorsque le dégel commence et que le monde est à nouveau rempli de lumière liquide, les femelles recherchent les hauts lieux, des sommets solitaires, sans prédateurs. Là, dans la neige qui n'a pas encore abandonné, elles donnent naissance à un seul petit, un corps tremblant, aux longues pattes et à l'allure nouvelle. En quelques heures, le nouveau-né doit marcher. Dans quelques jours, il devra courir. Car la meute n'attend pas, et les loups ne préviennent pas. Il n'y a pas d'attachement permanent dans leur monde. Il n'y a pas de nid, pas de tanière. Tout ce qu'ils ont, ils le portent avec eux. Ils se nourrissent sur le sol, au gré du vent, à l'instinct. Ils dorment là où ils se sentent en sécurité. Et quand le temps change, ils changent avec lui. En été, ils montent. En hiver, ils descendent. Comme s'ils dansaient au rythme du ciel. Mais le paysage n'est plus le même que celui de leurs ancêtres. Les anciennes voies de migration qui reliaient autrefois les montagnes aux fjords sont aujourd'hui coupées. Clôtures, routes, lignes électriques. Le renne, autrefois symbole des grands espaces, se heurte aujourd'hui à des frontières. Et avec elles, l'usure. Les zones de pâturage se réduisent. Les maladies se multiplient. Le nombre de petits diminue. En Norvège, leur situation est critique. Il ne reste que quelques véritables populations sauvages. Contrairement aux rennes domestiquées par les communautés samis, ils ne répondent pas au nom et ne cherchent pas à se réfugier. Ils sont le pur esprit de l'Arctique. Leur existence est protégée, mais leur espace vital est de plus en plus fragmenté. Le renne n'est pas un prédateur. Il ne s'impose pas. Il ne domine pas. Pourtant, sa présence transforme l'écosystème. En creusant la neige, il brise les croûtes qui permettent à d'autres espèces d'accéder à la mousse. Ces déplacements dispersent les graines. Ces déjections fertilisent le sol au printemps. Là où passe un troupeau, la verdure renaît quand la neige se retire. C'est un semeur involontaire, un jardinier du Nord. Et il n'est pas seul. Il est souvent suivi par d'autres. Des loups, des corbeaux, des renards. Certains le traquent. D'autres l'observent. Car le renne est aussi un signe. S'il y a des rennes, la toundra est en bonne santé. S'il disparaît, c'est tout l'écosystème qui s'appauvrit. Dans cet équilibre fragile, le renne est le thermomètre d'une Norvège qui respire encore à plein poumon. Dans les après-midi dorés de l'été boréal, quand le soleil ne se couche pas et que l'ombre s'allonge sans disparaître, le troupeau s'arrête. Il broute lentement, il s'allonge dans l'herbe, il joue, ils se frottent les uns aux autres. Chacun émet un son faible et guttural, comme un murmure ancestral, le son du repos collectif, de la confiance. Mais elle n'est jamais totale. Il y a toujours quelqu'un qui veille.
car le calme de la nature n'est qu'une parenthèse. Observer un renne dans la nature, c'est regarder plus qu'un simple animal. C'est voir le mouvement se transformer en forme. C'est voir le temps courir sur la terre avec des pattes fermes. C'est entendre battre le cœur d'une culture qui se confond avec la géographie, d'une espèce qui marche avec la dignité de celle qui n'a jamais oublié le rythme de la terre. Parce que le renne n'appartient pas à la forêt, ni à la montagne, ni à la toundra. Il appartient au voyage, à la ligne invisible entre les saisons, à l'idée que l'on peut vivre sans s'arrêter, sans être attaché, sans posséder plus que ce qui est nécessaire pour avancer. En cela peut-être, il nous rappelle l'essentiel, que le vrai pouvoir réside dans le fait de se déplacer avec respect, et que le foyer le plus profond se trouve peut-être sur le chemin lui-même. Bœuf. Alors que le vent fouette les plateaux gelés du centre de la Norvège et que le ciel s'incurve sur un horizon sans arbres, une silhouette émerge de la blancheur. On dirait un rocher en mouvement, un écho d'une autre époque, un animal qui ne devrait pas être mais qui est. Là où le froid est la norme et le silence pesant, marche le bœuf musqué. Il ne fonctionne pas. Il ne court pas. Il se déplace avec la lenteur des glaciers. Son corps, massif et bas, est recouvert d'un manteau de fourrure si dense qu'il peut emprisonner la chaleur d'un soleil à peine perceptible. Des poils plus longs effleurent ses chevilles, traînant la neige. En dessous, un sous-poil, plus fin que la soie, plus chaud que la laine, le protège du vent mordant. C'est un manteau naturel tissé par le temps. Sa tête, large comme une enclume, se courbe vers le bas sous le poids de cornes épaisses et pointues qui ne sont pas seulement une défense, elles sont le souvenir d'une autre époque, car cet animal n'appartient pas au temps moderne. Il vient du Pléistocène. Il a partagé la terre avec les mammouths. Il a survécu aux périodes glaciaires. En Norvège, il a été réintroduit après des siècles d'absence. Et depuis, il perdure. Il ne s'est pas multiplié comme les autres. Elle ne s'est pas étendue. Elle est restée, comme un monument vivant du passé. Il ne vit ni dans la forêt, ni dans les vallées. Il choisit les hauts plateaux, les hautes landes, les territoires où le vent balaie la neige et où le paysage semble plus minéral que végétal. Dans ces espaces ouverts, le bœuf musqué est une présence. Sombre sur le blanc, immobile face à la tempête, comme si les intempéries ne pouvaient l'atteindre, mais elle n'est pas invulnérable. Sa force réside dans l'unité, elle est rarement seule. Il vit en petits groupes, commandés par une matriarche. Il y a de la hiérarchie entre elles, mais aussi de la tendresse. Elles se regroupent pour dormir, se toilettent lentement, se protègent avec une discipline ancestrale. À l'approche d'un loup, elles ne s'enfuient pas. Elles forment un cercle, les cornes sont tournées vers l'extérieur. Le plus jeune est au milieu. Ils restent ainsi, fermes, défiants, jusqu'à ce que la menace se retire. Ils n'attaquent pas par fureur, mais par nécessité. C'est un mangeur patient. Il baisse la tête, écarte la neige avec ses sabots et trouve des lichens, des mousses, des racines. Il mange ce que la toundra lui permet. Rien n'est abondant. Tout est suffisant. Pendant des heures, il répète le geste. Creuser, renifler, manger. Son énorme corps n'a pas besoin de grand-chose. Il transforme tout en chaleur, en graisse, en endurance. Et lorsque l'été arrive, la vie change. La glace se retire. Les fleurs brèves de la toundra apparaissent. Les herbes tendres. Les petits naissent. Petits, fragiles, couverts d'une fourrure frisée et duveteuse. En quelques minutes, ils doivent se lever. En quelques heures, marcher. Car si le bœuf musqué ne migre pas sur de longues distances, il est constamment en mouvement. Il cherche de la nourriture, de l'ombre, de l'eau. Les veaux, encore faibles, vont au centre du troupeau. Ils apprennent à lire le vent, à écouter le craquement de la glace, à ne pas se fier au calme. Son odorat est bon. Son ouïe est attentive. Mais surtout, son corps entier est un outil de survie. Il tolère des températures qui paralyseraient n'importe quel autre herbivore. Il se tient debout pendant les tempêtes qui brisent les branches. C'est un spécialiste de l'extrême, un témoignage de ce que l'adaptation peut accomplir sans bruit. En Norvège, sa présence est presque cérémoniale. Il n'habite pas beaucoup de régions. Il reste dans les régions protégées, où les humains l'observent de loin. Ceux qui le voient ne l'oublient pas, car il ne ressemble à aucun autre. Il a quelque chose du bison, quelque chose de la chèvre, quelque chose de la légende. Il fait partie de ces animaux qui semblent sortis d'une gravure rupestre et qui pourtant marchent parmi nous. Il n'est pas agressif, mais il n'est pas non plus docile. Si on le harcèle, il charge.
avec une force qui peut briser les os, avec une vitesse qui dément sa forme. Son regard, petit parmi tant de fourrures, ne tremble pas. Il regarde sans crainte. Il regarde avec la certitude de celui qui a survécu à tout sauf à l'oubli. Son impact écologique est discret, mais essentiel. Lorsqu'il broute, il coupe la végétation, ce qui permet à certaines plantes de pousser. Ses excréments fertilisent le sol pauvre de la toundra. Ses traces marquent les sentiers que suivent les autres animaux. Et lorsqu'il meurt, son corps nourrit les oiseaux charognards, les renards, voire les ours. Chaque individu est un cycle complet, mais leur avenir n'est pas assuré. Le changement climatique est en train de gagner les montagnes. Les pluies sont plus fréquentes, la glace devient dangereuse, le nombre d'insectes parasites augmente, les jeunes souffrent davantage. L'équilibre se déplace et ce colosse silencieux a besoin de stabilité. Chaque année, son territoire est confronté à de nouveaux défis, et bien qu'il résiste, sa marge se rétrécit. Pourtant, il y a dans sa figure quelque chose de profondément porteur d'espoir. Dans la façon dont il se tient fermement debout quand tout est dans la tourmente, dans la façon dont il prend soin des siens sans spectacle, dans sa façon d'exister sans rien demander. Le bœuf musqué ne court pas, il ne chante pas, il ne change pas, il est, et cela suffit. Dans la toundra norvégienne, lorsque le soleil d'hiver parvient à peine à percer les nuages, sa silhouette se découpe sur la neige pour rappeler ce que nous étions, de ce que nous sommes encore lorsque nous arrêtons de courir. Qu'il y a de la force dans ce qui reste, et la beauté dans ce qui reste. Ours. Là où finit la Norvège, et où commence la glace perpétuelle, là où la mer se fige en plaques qui craquent sous le poids du vent et du silence, vit le dernier grand chasseur du Nord. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de route, seulement un horizon blanc qui se confond avec le ciel. Et au milieu de ce vaste néant glacé apparaît une silhouette qui fend la brume par sa seule présence, l'ours polaire. Au Svalbard, archipel isolé baigné par les eaux arctiques, l'ours polaire n'est pas un visiteur. Il est souverain. Ici, on ne le cherche pas avec des caméras cachées. Ici, il est partout, même si personne ne le voit. Il marche dans les fjords gelés, sur les glaciers qui fissurent la terre, parmi les îles qui flottent comme des ombres sur un océan apparemment endormi. La glace est sa maison, la solitude, sa compagne. Son corps est un prodige de froid. Plus grand que n'importe quel carnivore terrestre, il est recouvert d'une peau noire qui capte les moindres rayons du soleil et de 2 couches de fourrure translucide qui reflètent la neige et le camouflent parfaitement. Il n'est pas blanc, il est invisible. Entre les blocs de glace, sa silhouette se dissout comme de la vapeur. Seuls ses yeux, sombres et fixes, le trahissent, ou le reflet de son souffle lorsqu'il s'arrête. Sa démarche est hypnotique. Il ne court pas, il ne se presse pas. Il marche comme si l'éternité ne pesait pas sur lui. Chaque foulée est une déclaration de maîtrise. Il peut parcourir des dizaines de kilomètres sans pause, à la recherche de phoques respirant par des trous dans la glace, des traces que lui seul semble décrypter. Il est patient. Il s'allonge près d'un trou d'air, attend des heures. Il ne bouge pas. Il ne respire pas fort. Et quand le phoque pointe le bout de son nez, il attaque, sans prévenir, sans se tromper. Mais il ne la trouve pas toujours. Car la glace n'est plus ce qu'elle était. Elle se forme plus tard. Elle se brise plus tôt. Et l'ours qui chassait autrefois sur des dalles infinies, nage aujourd'hui parmi des fragments épars. Il peut nager des heures, des kilomètres entiers. Il l'a toujours fait. Mais aujourd'hui, plus souvent, les oursons ne résistent pas. Ils coulent. Ils meurent. Parce que la mer est de plus en plus large, et le refuge est de plus en plus loin. Lorsque la femelle tombe enceinte, elle cherche une grotte de neige, un creux abrité. C'est là, en plein hiver, qu'elle met bas. 1, voire 2 petits. Petits comme des gants, aveugles, dépendants. Pendant des semaines, elle les réchauffe avec son corps, les nourrit avec la graisse accumulée lors de sa chasse estivale. Il ne mange pas, il ne sort pas, elle ne fait que donner, jusqu'à ce que le jour vienne et que la lumière revienne. Alors elle brise l'entrée et retourne dans le monde blanc avec ses petits à la remorque. Les premiers pas des petits se font sur la neige glacée. Leur mère les guide, les protège, leur apprend à sentir le vent, à craindre la mer, à chercher de la nourriture, à fuir le mal adulte qui peut les tuer. Car dans le monde de l'ours polaire, la tendresse n'est pas universelle. Seule la mère s'en préoccupe, elle seule enseigne, elle seule donne de la chaleur. Dans l'écosystème polaire, il est le sommet. Il n'y en a pas d'autre plus haut. Il mange ce que les autres ne peuvent pas atteindre. Il régule les populations.
Sa présence maintient les chaînes en vie. Quand il laisse des restes, d'autres se nourrissent. Renards arctiques, goélands hyperboréens, voire charognards marins. Sa proie la plus fréquente est le phoque annelé. Mais il n'est pas aveugle aux besoins. Il mange des œufs, des algues, des carcasses. Quand la pénurie se fait sentir, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a que la survie. Et pourtant, leur monde s'écroule. Année après année, la banquise se rétrécit, la chasse devient plus difficile, les distances sont plus longues, l'énergie dépensée est plus importante. Certains ours meurent de faim, d'autres se rapprochent des installations humaines, guidés par l'odeur des déchets. Le changement n'est pas soudain, mais il est constant. Et chaque année, il prend un peu plus que ce dont il a besoin pour rester roi. Au Svalbard, son image est omniprésente, sur les panneaux, sur les cartes, dans les campagnes d'éducation. C'est un symbole de fierté mais aussi un avertissement. Ici, l'ours polaire n'est pas un mystère lointain, c'est un voisin. Et comme tout voisin puissant, il impose le respect. Toute personne qui sort des limites du village doit être munie d'un fusil, pas pour chasser, pour dissuader. Car si un ours se sent acculé, il charge, pas par méchanceté, par nature. Mais le voir à l'état sauvage, marchant parmi les icebergs, la tête baissée et le corps détendu, c'est assister à quelque chose qui dépasse l'animal. C'est voir la force à l'état pur, la solitude transformée en point. Le froid fait chair. Son regard n'est pas celui d'une bête, c'est celui d'un être qui a connu plus d'hivers que de civilisation, qui a vécu plus loin que la mémoire. L'impact de sa présence est double, écologique et émotionnel. Sur la glace, c'est un régulateur. Dans le cœur de l'homme, c'est un symbole. De ce qui perdure, de ce qui est en danger, de ce qui est encore sauvage. Son combat n'est pas seulement le sien, c'est celle de la planète qui se réchauffe, de l'équilibre qui bascule, de l'avenir qui fond. Et pourtant, tant qu'il y aura de la glace, il sera là, hurlant entre les fissures, enseignant à ses jeunes à ne pas abandonner, marchant sans bruit dans des paysages que le monde commence à peine à comprendre. Son existence est une prière silencieuse à l'hiver, une résistance vivante, une promesse qui, espérons-le, ne sera pas la dernière. Morse, sur la frontière liquide du nord de la Norvège, où la mer et la glace se disputent la domination du paysage, un son guttural se mêle au craquement des icebergs. C'est un mugissement bas, profond, presque caverneux. Il provient d'immenses corps qui reposent entassés sur le rivage glacé. Ce sont des morses, les gardiens des eaux du Svalbard. Des formes vivantes qui semblent sculptées dans la boue glaciaire et qui brillent dans la lumière bleue de l'Arctique. Ils ne se déplacent pas avec grâce. Leur démarche au sol est un mélange d'effort et de balancement. Ils donnent des coups de pied, ils poussent, ils glissent. Parfois ils s'entrechoquent, parfois ils grognent. Mais ils sont toujours ensemble. Les morses ne vivent pas dans la solitude. Ils forment des groupes qui respirent à l'unisson, dorment et se réchauffent les uns les autres. Des troupeaux bruyants, malodorants, chaotiques, mais profondément organisés. Il y a des hiérarchies subtiles, il y a des vétérans aux crocs usés, il y a des petits qui s'accrochent aux côtés de leur mère à la recherche d'ombre ou de lait. Leur corps est colossal. Ils pèsent peut-être plus lourd qu'une voiture, mais ils sont faits pour flotter. Sous leur peau épaisse et ridée, une couche de graisse leur donne forme, énergie et flottabilité. Le soleil effleure à peine leur surface, mais dans cette masse chaude et vibrante palpite une force ancestrale. Ils sont les héritiers d'une lignée qui connaît ses eaux depuis avant l'homme. Les défenses, leur emblème, jaillissent comme des lances courbes d'un museau bordé de moustaches. Elles ne servent pas à la chasse. Ce sont des outils. Avec elles, ils brisent la glace, se défendent, grimpent sur les icebergs. Elles sont aussi des symboles. Plus elles sont longues, plus elles sont respectées. Chez les mâles, le deuil n'est pas toujours physique, il suffit souvent de les exhiber. Chez les femmes, elles sont une protection. Et dans les deux cas, ils sont identitaires. Sous l'eau, la gêne disparaît. Là, ils se transforment. Ils descendent comme des ombres fluides, propulsés par des nageoires postérieures qu'ils traînent sur la terre ferme. Ils plongent à la recherche de nourriture. Leur spécialité, les mollusques, notamment les palourdes qui gisent sous les fonds marins. Avec leurs moustaches tactiles, ils explorent le sable. Ils ne voient pas, n'entendent pas bien, mais sentent tout. Ils aspirent la proie d'un mouvement sec, sans mordre. Ils en avalent des dizaines, des centaines, puis ils sortent, exhalant un nuage blanc qui se dissout dans le vent. Les morses peuvent rester sous l'eau pendant de longues minutes, plongeant à des profondeurs que les autres mammifères évitent. Lorsqu'ils émergent, ils le font en groupe, un à un,
Ils grimpent sur des plateformes flottantes, se blottissent sur des plages de galets, partagent l'espace avec les mêmes grognements rituels qui résonnent depuis des siècles. Les baleineaux naissent sur la glace ou sur le rivage, après une longue gestation, dans la brève plénitude de l'été polaire. Les mères les allaitent avec dévouement, les accompagnent dans l'eau, les défendent de tout leur poids si nécessaire. Parfois, elles s'appuient sur eux comme sur des oreillers vivants, mais ce contact physique n'est pas de la négligence, c'est de l'attachement. Dans un monde qui se défait, la chaleur se partage. Dans la mer Arctique, les morses ne sont pas de grands prédateurs. Ils sont grands, certes, mais vulnérables. Les orques et les ours polaires représentent de réelles menaces, surtout pour les jeunes. Lorsqu'ils se sentent en danger, ils se regroupent. Le corps collectif est la défense. Des cercles de chair qui se réarrangent. Des hurlements qui avertissent. Des éclaboussures qui cachent. Le troupeau devient une forteresse. Pendant des siècles, la chasse aveugle a décimé leur population. Leur graisse, leur défense, leur viande étaient convoitées par les baleiniers, les colons et les commerçants. Au Svalbard, elles ont été au bord de l'extinction. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies, grâce à une protection stricte et à des réserves marines, que leur nombre a commencé à se rétablir. Elles sont encore loin d'être ce qu'elles étaient, mais ils sont de retour. Leur présence est le symbole d'une blessure qui tente de se refermer. Cependant, le danger n'a pas disparu. Aujourd'hui, l'ennemi ne porte plus de harpon, il est invisible. Silencieux, global, la fonte des glaces. Chaque année, la banquise recule. Et avec elle, les endroits où ils se reposent, où ils s'arrêtent, où ils se protègent. Les morses n'ont pas seulement besoin de la mer, ils ont besoin de la glace flottante. C'est leur plateforme de vie. Sans elle, ils sont contraints de parcourir de longues distances. Parfois, ils meurent d'épuisement sur la terre ferme. Parfois, les jeunes sont séparés dans le chaos. Ce qui était autrefois un abri est aujourd'hui une absence. De plus, l'augmentation du trafic maritime et du tourisme polaire introduit bruit, pollution, dérangement. Le morse est sociable mais pas avec nous. Il a besoin de calme, d'espace, de son propre rythme. Et pourtant, la regarder est une expérience transformatrice. Il y a quelque chose de désarmant dans sa lenteur, dans son regard opaque mais serein, dans la façon dont elle se laisse tomber sur l'autre comme si le monde n'existait pas. Observer un troupeau endormi sous le soleil de l'Arctique, c'est comme regarder le temps lui-même suspendu. Un rappel que la vie n'a pas toujours besoin d'être rapide pour être pleine. Le morse transforme son environnement. En se nourrissant, il remue les fonds marins, aère les sédiments et permet à d'autres espèces d'accéder aux nutriments. Leur corps, lorsqu'ils meurent, nourrissent des écosystèmes entiers. Ces excréments fertilisent le plancton qui démarre la chaîne. Plus qu'un symbole, c'est un engrenage. C'est aussi un miroir, parce que dans sa vulnérabilité, dans sa lutte pour trouver de la glace là où il y en a toujours eu, nous voyons notre propre fragilité, notre dépendance à l'égard de l'équilibre, notre incapacité à vivre en dehors de l'environnement que nous détruisons. Pourtant, les morses résistent, comme ils l'ont toujours fait. Ils continuent à sortir de la mer avec leurs lourds grognements. Ils continuent de s'entasser sur les plages qui tremblent sous leur poids. Ils continuent d'apprendre à leurs petits à plonger. Et tant qu'ils le feront, un espoir flottera parmi les glaces de la vie, même la plus lente, même la plus maladroite, mérite toujours sa place dans le monde.